Bien, alors le cours d'aujourd'hui concerne la régulation des troubles de l'équilibre acido-basique. Donc, vous avez déjà des supports sous format PDF ou PowerPoint. Donc, aujourd'hui, nous allons résumer de façon assez sommaire tout ce que vous avez vu dans le cours déposé sur la plateforme de l'université. Alors, on commence par quelques définitions. Donc, les troubles acido-basiques sont des modifications pathologiques de la pression partielle du CO2, donc communément appelé PCO2, ou du bicarbonate sérique, c'est-à-dire dans le sérum sanguin, HCO3-, qui produisent typiquement des anomalies des valeurs du pH artériel. Bon, vous savez très bien que le pH normal se situe entre 7,35 à 7,45. On prendra comme moyenne la valeur de 7,40. Mais en fait, si nous avons un pH sérique qui est inférieur à 7,35, il s'agit de ce qu'on appelle une acidose. Alors, qu'est-ce que l'acidose? Elle correspond au processus physiologique qui cause une accumulation d'acide ou bien la perte d'alcalin. Donc, on observe une acidose de deux façons différentes, soit accumulation d'acide, soit une perte d'alcalin, qui se traduisent sur le plan sérique par un pH inférieur à 7,35, c'est-à-dire inférieur à la valeur minimale de la plage de pH normale. L'alcalose, en contrepartie, correspond à un pH sérique supérieur à 7,45, c'est-à-dire supérieur à la valeur supérieure de la plage de pH normal. Également, elle correspond au processus physiologique qui cause une accumulation d'alcalin ou bien la perte d'acide. Ok? Donc, vous avez deux types en fait de troubles acido-basiques, soit une acidose, soit une alcalose. Alors, l'acidose lorsque le pH est inférieur à 7,35, l'alcalose lorsque le pH est supérieur à 7,47. Sauf que vous avez deux possibilités, deux cas de figure qui peuvent se présenter. L'acidose peut se produire soit par augmentation des ions H+, ou diminution des ions bicarbonate. Également, l'alcalose, c'est soit augmentation des ions bicarbonate ou diminution des ions H+. D'accord? Alors, lorsque l'on combine ces quatre possibilités, ces 2 fois 2 possibilités, on obtient 4 types de pathologies. Ok? Alors, justement, la classification des troubles de l'équilibre acido-basique. Alors, les troubles acido-basiques primaires sont définis comme soit métaboliques ou bien respiratoires en fonction du contexte clinique et de la cause primitive de la variation du pH, qui peut être un changement de la concentration sérique, encore une fois, sérique est relatif au sérum sanguin, d'accord, des bicarbonates ou de celle de la pression partielle des CO2, d'accord? Donc ça, c'est la classification. Donc on a métabolique ou respiratoire selon la concentration des bicarbonates ou la pression partielle du CO2 qui est reliée en vertu de la loi de Henry à la concentration du CO2 dissous. Alors, qu'est-ce qu'on appelle compensation? Alors, il existe plusieurs mécanismes compensateurs et ces mécanismes commencent à corriger le pH. Donc, la compensation, c'est la correction du pH. Et les mécanismes compensateurs dans notre organisme commencent à corriger le pH chaque fois qu'un trouble acido-basique apparaît. D'accord? Sauf que, il faut comprendre une chose, que la compensation ne peut pas corriger complètement le pH et ne lui fait jamais dépasser la valeur normale, soit vers le bas ou vers le haut. Donc, en fait, la compensation, le but de la compensation, c'est de ramener le pH à sa valeur normale. L'acidose ou l'alcalose, c'est une anomalie qui va toucher la valeur du pH qui est soit inférieure à la valeur normale dans le cas de l'acidose, soit supérieure à la valeur normale dans le cas de l'alcalose. Et la compensation, c'est ramener le pH à la valeur normale grâce à certains mécanismes.
Alors, il existe plusieurs mécanismes compensateurs que nous allons voir, dont nous allons voir les plus importants, si vous voulez. Alors, ce qu'on appelle un trouble simple de l'équilibre acido-basique, c'est une anomalie primitive unique de l'état acido-basique accompagnée de sa réponse compensatoire, c'est-à-dire une acidose, par exemple, respiratoire pure ou une acidose métabolique pure, également pour les alcaloses. C'est ce qu'on appelle des troubles simples. Par contre, les troubles de l'équilibre acido-basique qu'on appelle mixtes, il y a des troubles mixtes, par exemple une acidose mixte, une alcalose mixte, en fait, elles associent deux ou plus de troubles primitifs. Alors, l'objet du cours d'aujourd'hui, en fait, consiste à expliquer d'abord les troubles simples, sachant que les troubles mixtes est une complexification, si vous voulez, de la situation initiale. Alors, lorsque les capacités tampons, et on parle ici des tampons chimiques, c'est-à-dire les tampons bicarbonate, acide carbonique par exemple, des acides volatiles, lorsque les capacités tampons de l'organisme sont dépassées, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à ramener le pH à la valeur normale, il ne reste que la compensation, soit respiratoire, ou métabolique, respiratoire, donc en faisant intervenir les poumons, ou métabolique en faisant intervenir les reins, qui puissent être mis en jeu. Alors, lorsqu'il existe une accumulation importante des ions H+, ou OH-, il existe une déviation de la valeur en dehors des valeurs normales du pH plasmatique, et les valeurs normales, selon les auteurs, certains les situent entre 7,38 à 7,42 ou bien à 7,35 à 7,45, d'accord? Alors, si le pH se situe dans cette plage, on dit qu'il est normal. S'il est en deçà, c'est une acidose. S'il est au-delà, c'est une alcalose. Donc, les perturbations sont soit une acidose, soit une alcalose. Elles sont aussi caractérisées par leur cause primaire. Qu'est-ce qui est responsable de cette acidose? Si ce sont les poumons, donc, si c'est ventilatoire, donc c'est une acidose respiratoire. Si c'est-à-dire plutôt, je parle plutôt de la pression partielle, donc variation de la pression partielle du CO2, on dit que c'est une acidose ou alcalose respiratoire. Si au contraire, c'est la concentration des alcalins, c'est-à-dire des ions bicarbonate, c'est soit une acidose ou une alcalose métabolique. Donc, la nature respiratoire provient d'une modification de la ventilation alvéolaire. On parle alors d'hypoventilation ou bien d'hyperventilation. Cette anomalie, donc, qui produit donc une variation de la concentration en acide volatile, donc de la pression partielle de CO2. Et là, ça explique la nature respiratoire, acidose ou alcalose respiratoire. Et dans ce cas, la compensation sera rénale, c'est-à-dire ce sont les reins qui vont intervenir pour compenser les anomalies de nature respiratoire, et donc la compensation va être métabolique. En contrepartie, la nature métabolique, quand on dit acidose ou alcalose métabolique, ça provient de quoi? Ça provient d'une accumulation excessive d'acide ou de base sans lien avec la ventilation quant à leur origine. Donc, c'est une anomalie qui fait intervenir la concentration en acide fixe, une variation des ions bicarbonate. Et dans ce cas, la compensation ne pourra pas être métabolique, elle va être pulmonaire ou respiratoire. Donc, vous devez, dans votre tête, retenir la chose suivante. Donc, les anomalies du pH sont de deux types. Donc, si le pH est inférieur à la plage normale, c'est une acidose. Si le pH est supérieur à la valeur normale, c'est une alcalose. Alors, si maintenant la pression partielle du CO2 varie, donc est différente de la valeur normale, l'acidose est respiratoire et la compensation est métabolique. L'acidose ou l'alcalose, les deux est respiratoire et la compensation est métabolique. Si maintenant ce sont les concentrations des acides fixes ou des bicarbonates qui sont mises en jeu, l'anomalie, c'est-à-dire acidose ou alcalose, est métabolique et la compensation sera
respiratoire. Voilà ce que vous devez retenir dans votre tête. C'est un petit organigramme que vous devez, je vous laisse le soin de le faire, d'accord? Quant à la classification des différentes anomalies du pH et la manière de réguler ces anomalies. Donc, l'étude de ces troubles ainsi que des mécanismes compensatoires est rendue plus facile grâce au diagramme de Davenport, et ça, vous l'avez déjà vu dans les cours déposés sur la plateforme. Alors, qu'est-ce que le diagramme de Davenport? Ce sont des rappels. On appelle diagramme de Davenport les graphes donnant l'évolution de la concentration en bicarbonate, c'est-à-dire les HCO3-, en fonction du pH. Alors, d'où est-ce qu'on arrive à trouver, ou quelle est l'équation, si vous voulez, qui régit le diagramme de Davenport, l'équation de base? Eh bien, ce n'est autre que l'équation de Anderson-Hasselbalch. Donc, le principal système tampon de l'organisme, en fait, il y en a beaucoup, mais le plus important, c'est le tampon bicarbonate qui fait intervenir le couple CO2 dissous bicarbonate. Donc l'acide, c'est le CO2 dissous, la base conjuguée, c'est les ions bicarbonate. Pour ce couple à 37 degrés Celsius, qui est la température corporelle, l'équation de Anderson-Hasselbalch s'écrit de cette manière, d'accord, où on remplace la concentration des CO2 dissous, parce qu'on n'a pas accès direct à la concentration des CO2 dissous, on la remplace par l'expression de la loi de Henry, donc qui relie la concentration des CO2 dissous à la pression partielle du CO2, d'accord, via ce qu'on appelle le coefficient de Henry, dont la valeur est connue, elle est de 0,03 millimol par litre par millimètre de mercure, lorsqu'on exprime la pression partielle du CO2 en millimètres de mercure, et généralement, ce sont les valeurs utilisées et les unités utilisées dans la majorité des applications que vous aurez à faire. Donc, que devient, lorsque l'on supprime, donc on remplace ou on multiplie, si vous voulez, par la fonction inverse du logarithme décimal, on va sortir l'expression de la concentration des bicarbonates en fonction de deux variables, en fait, puisque A est une constante. Vous avez d'un côté la pression partielle du CO2 et de l'autre côté, vous avez le pH en exposant de 10. Donc, la relation devient concentration des bicarbonates égale A, dont la valeur est connue, fois la pression partielle du CO2 qui sera exprimée en millimètres de mercure. Attention, il y a une relation directe entre l'unité de A et l'unité de la pression partielle du CO2, multipliée par 10 à la puissance le pH moins 6,1, qui est la valeur du pK. D'accord? Alors, cette relation, en fait, relie trois grandeurs qui pourraient être variables et qui sont liées entre elles grâce à cette équation, à savoir la concentration des bicarbonates, la pression partielle du CO2 et le pH. Alors, selon la définition de base du diagramme de Davenport, en fait, ce sont des graphes, une série de graphes qui donnent l'évolution de la concentration en bicarbonate. Donc, on va placer en ordonnée la concentration des bicarbonates en fonction du pH. Donc, on va placer en abscisse le pH. Donc, c'est un diagramme bidimensionnel. Là, l'axe des ordonnées, c'est la concentration des bicarbonates et l'axe des abscisses, le pH. Alors, qu'en est-il maintenant de la pression partielle du CO2? La pression partielle du CO2 est le paramètre, si vous voulez. Donc, deux cas de figure peuvent se présenter à nous. Soit on maintient la pression partielle du CO2 comme étant constante, et là, je vous demande de vous référer au quiz de niveau 2. On a vu un cas de figure où la pression partielle était maintenue constante, d'accord? Donc, il y a possibilité de maintenir la pression partielle du CO2 constante. Soit la pression partielle du CO2 est variable. Alors, dans le premier cas, lorsque la pression partielle du CO2 est maintenue constante, que devient l'expression de la loi, de l'expression qui décrit, si vous voulez, le diagramme de Davenport? Donc, c'est une constante multipliée par 10 à la puissance pH moins 6,1, une constante K, qui n'est autre que le produit
A, le coefficient de Henry 0,03 multiplié par la pression partielle du CO2 qui, elle, est constante, exprimée en millimètres de mercure, fois le pH. Donc, ça donne quoi? Ça donne une famille de courbes isobars. On dit isobars pourquoi? Parce que sur chaque point appartenant à cette courbe, la pression partielle du CO2 est la même. D'accord? Donc, ça donne une famille de courbes isobars. Donc, ce graphique n'est autre que la représentation graphique de cette relation avec PCO2, la pression partielle du CO2 constante. Alors, une fois égale à 30 mm de mercure, voilà ce que ça donne. En rouge, vous allez comprendre pourquoi elle est notée en rouge, c'est la pression partielle du CO2 à 40 mm de mercure, d'accord? Et à 60 mm de mercure, d'accord? Donc, deuxième cas de figure, lorsqu'on fait varier la pression partielle du CO2. Alors, dans ce cas, que devient l'expression précédente? Donc, elle aura l'expression suivante. Donc, concentration des bicarbonates égale à moins un paramètre que nous allons appeler bêta fois pH, donc plus B, donc c'est une droite affine de pente négative, B étant une constante. Alors, ça représente une famille de droites d'équilibration, hein, droite donc de titrage, de tamponnage, si vous voulez, du CO2, où bêta représente ce qu'on appelle le pouvoir tampon des systèmes fermés. Donc, c'est simplement le delta de la concentration des bicarbonates sur le delta du pH. Et voilà ce que ça donne. D'accord? Alors, si vous avez remarqué, aussi bien dans le graphique précédent que dans celui-là, nous avons noté un point, d'accord, qu'on a appelé grand N. Alors, ce point N est particulier. Alors, on appelle le point normal, d'accord, le point grand N, représentant un état acido-basique normal. Alors, comment on définit l'état acido-basique normal? Par ses valeurs de concentration de bicarbonate, égale à 24 millimoles par litre, c'est la valeur normale de la concentration des bicarbonates, et par la valeur du pH normal, en moyenne, qui est de 7,40. Alors, l'isobar qui passe par le point normal, regardez bien, l'isobar représentée en rouge ici, elle passe par le point normal, elle est appelée l'isobar normal. Et la droite normale d'équilibration, donc la droite d'équilibration qui passe par le point normal est appelée droite normale d'équilibration. Donc voici les définitions dont on aura besoin pour traiter la suite donc, du cours. Donc voici en fait une représentation globale du diagramme de Davenport. Donc ce que vous voyez en très gras, ça représente la droite normale d'équilibration. Et la courbe à 40 mm de mercure représente l'isobar normal, d'accord? Alors, toutes les autres valeurs, de 10 à 50 en millimètres de mercure, correspondent aux différentes isobars pour différentes valeurs de pression partielle du CO2, d'accord? Et le point d'intersection de la droite normale d'équilibration avec l'isobar à 40, l'isobar normal, donc qui est entouré d'un petit cercle, représente le point normal. D'accord? C'est un point très important, d'accord, dans l'étude ou dans l'étude donc des troubles des équilibres acido-basiques. En fait, la représentation graphique des troubles et des mécanismes compensatoires. D'accord? Alors, notez bien sûr, que l'ordonnée, on représente la concentration des bicarbonates exprimée en millimoles par litre. Et en abscisse, en fait, vous avez le pH de votre système. Alors maintenant, une fois que nous avons mis au point toutes ces définitions, nous passons maintenant à l'étude des troubles de l'équilibre acido-basique et on passe par les troubles d'origine respiratoire. Alors, on a deux types de troubles d'origine, des troubles primitifs, bien sûr, d'origine respiratoire. Vous avez l'acidose respiratoire ou bien l'alcalose respiratoire.
Donc, l'acidose respiratoire, par définition, elle est caractérisée par une pression partielle du CO2 supérieure à la valeur normale, qui est de 40 mm de mercure. On dit qu'on a une hypercapnie. Alors, quelle en est la cause? D'accord? La cause, c'est une diminution de la ventilation, ou on dit aussi une hypoventilation. D'accord? Donc, la cause la plus importante d'une acidose respiratoire caractérisée par une pression partielle de CO2 supérieure à 40 mm de mercure, c'est une hypoventilation. Alors, le préfixe hypo veut dire inférieur à la normale, je vous rappelle. Donc, graphiquement, nous allons utiliser le diagramme de Davenport pour essayer de comprendre l'acidose respiratoire et déterminer aussi le mécanisme compensatoire correspondant. Alors, on a représenté en vert, d'accord, cette droite d'équilibre, c'est la droite normale d'équilibration. La droite perpendiculaire verticale, donc en pointillé, représente la valeur du pH normal, d'accord? Alors, bien sûr, vous avez ici trois courbes isobars, si vous voulez, à 20, 40 et 60, sachant que la valeur normale correspond à 40 mm de mercure. Donc, en cas d'acidose respiratoire, je vous rappelle que l'acidose est caractérisée par un pH inférieur à la valeur normale, pour être plus précis, inférieur à la valeur inférieure de la plage normale, d'accord, qui est qui se situe entre 7,35 à 7,45 selon les auteurs, ou 7,38 à 7,42, si on veut être un peu plus pointu. Alors, le taux de CO2 en cas d'acidose respiratoire et donc d'acide carbonique est augmenté, ce qui fait augmenter la pression partielle du CO2 en vertu de la loi de Henry. Rappelez-vous, la loi de Henry relie de manière directe la concentration du CO2 dissous à la pression partielle du CO2. Si la concentration du CO2 dissous augmente, automatiquement, la pression partielle du CO2 dans le sang va augmenter. Et ceci est dû à une hypoventilation, c'est-à-dire à une diminution, si vous voulez, de la respiration. Graphiquement, comment on représente cette augmentation du CO2, de la concentration de CO2? Notre point de départ, et c'est dans tous les cas de figure, toujours le point de départ est le point normal central, c'est-à-dire le point N. Rappelez-vous, le point N, c'est l'intersection de la droite normale d'équilibration qui est en vert avec l'isobare normale à 40 mm de mercure. Donc, le point d'interrogation, bien sûr, est le pH normal qui est de 7,4. Vous avez le point normal central. Donc, on démarre du point normal central, d'accord? Et on veut atteindre la valeur de l'isobare correspondant à notre acidose respiratoire. Alors, dans notre cas de figure, par exemple, puisqu'on sait que l'acidose respiratoire est caractérisée par une pression partielle supérieure à la valeur normale, c'est-à-dire supérieure à 40, dans notre cas, eh bien, on va prendre 60, par exemple. Donc, on veut atteindre l'isobare à 60 mm de mercure. Qu'est-ce qu'on doit faire? On démarre du point normal central, on suit la droite normale d'équilibration, donc c'est la flèche rouge sur la droite verte, jusqu'à atteindre l'isobare correspondant à la valeur de la pression partielle du CO2. D'accord? Voilà. Alors, on remarque, lorsqu'on effectue ce chemin graphique, on remarque que l'augmentation du taux de CO2 provoque aussi une augmentation du taux de bicarbonate. Regardez, la valeur normale de la concentration de bicarbonate, donc c'est la projection du point central N sur l'axe des ordonnées, alors que dans le cas d'une acidose respiratoire, la projection se trouve au-dessus de la projection du point N. Donc, une augmentation, et ça c'est un résultat, dans le cas d'une acidose respiratoire, vous avez augmentation du taux de CO2 dissous, mais aussi augmentation
de la concentration des bicarbonates. Alors, c'est la mise en jeu. Ceci représente la mise en jeu du système tampon acide carbonique bicarbonate. D'accord? Le système tampon va agir pour essayer de compenser. Alors, on veut ensuite représenter la compensation de cette acidose par les reins, c'est-à-dire une compensation métabolique. Rappelez-vous, une anomalie respiratoire est compensée de façon métabolique et une anomalie métabolique est compensée de façon respiratoire. OK? Excusez-moi, je reviens. Bien, alors, j'effectue un nouveau partage.